Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Perrin, présentent Napoléon III de Thierry Lentz, lu par Jacques Germain. Introduction. Depuis le règne de Louis XV, aucun chef d'État n'a gouverné aussi longuement la France que Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République de 1848 à 1852 et empereur de 1852 à 1870. Un record à l'époque contemporaine qu'il est désormais constitutionnellement impossible de dépasser. Et pourtant, durant des décennies, ce souverain n'a guère eu les faveurs du public, ni celles des historiens, rebuté par le coup d'État de décembre 1851 et par la défaite de 1870 contre la Prusse. Un tel passif ne peut pas, en effet, compter pour rien. Il explique pour une bonne part que longtemps le neveu de Napoléon Ier a été rejeté, moqué et détesté, en même temps qu'il restait méconnu du plus grand nombre. Ajoutons-y les déchirements de la Commune, dans lesquels il n'a pas eu de responsabilité, et la perte de l'Alsace-Lorraine, où celle qu'il a eue est indirecte, la catastrophique et presque injustifiable expédition du Mexique, la réputation pas entièrement fausse de jouisseur des affairistes de son entourage, le caractère autoritaire de son régime, les misères et les plaintes ouvrières dont Émile Zola fut l'exceptionnel rapporteur, et nous avons un lourd dossier à charge dont la Troisième République s'est servie jusqu'à plus soif pour se légitimer. Le temps a passé, et le souvenir d'autres débâcles, cette fois républicaines, a remplacé les siennes dans les mémoires et les rancœurs nationales. L'histoire a pris sa place et ses artisans travaillent désormais à éclairer tous les aspects du règne et de la personnalité de Napoléon III, pas aussi noir qu'on l'a dit. On admet de mieux en mieux que de l'accession au pouvoir à sa chute du trône, il fut un homme politique original, que son gouvernement n'était pas plus implacable que d'autres, contemporains et postérieurs, que sa politique étrangère n'était pas qu'erratique et fut longtemps bénéfique à la France, que son action économique et certaines avancées sociales de son règne avaient des aspects modernes, en tout cas en avance sur son temps. L'inachèvement d'une telle œuvre ne la rend pas pour autant nulle et non avenue. Elle doit être rappelée avec la réserve et la distance qui sied à l'historien, ce que s'applique à faire toute une école de jeunes et moins jeunes chercheurs. Le renouveau des études sur le Second Empire, entamé dans les années 1980, s'est également accompagné d'une redécouverte des archives, qu'il s'agisse des papiers de Napoléon III lui-même conservés aux archives nationales, mais aussi des correspondances diplomatiques, militaires ou ministérielles, des séries consacrées à la maison de l'empereur, des témoignages longtemps restés inédits d'administrateurs ou de dignitaires du régime, redécouverts dans les bibliothèques ou dans les fonds privés, sans oublier l'art de la période longtemps délaissé mais récemment mis en valeur par plusieurs grandes institutions culturelles. Qu'il nous soit permis d'ajouter, dans les justifications de cet ouvrage, 2 arguments pro-domo, pour ne pas les qualifier de maison, compte tenu de la coédition de cet ouvrage par Perrin et la Bibliothèque nationale de France. Le premier est que la bibliothèque lui doit beaucoup et conserve la marque de son action. Le développement de la lecture publique voulu par le Second Empire provoqua un afflux de lecteurs pour cette institution bien connue des savants de l'Europe entière depuis la fin de l'Ancien Régime, si bien que l'architecte Henri Labrouste fut désigné en 1854 pour réaménager ce qui avait autrefois été le palais de Mazarin. Il conçut notamment la salle de lecture qui porte aujourd'hui son nom. Elle lui doit son confort et son éclairage exceptionnel grâce à une grande verrière à ossature métallique de plus de 1100 mètres carrés de surface. L'ensemble fut inauguré par Napoléon III en personne le 27 juin 1868. Récemment restauré, il reste un des chefs-d'œuvre de l'architecture de son règne. Le deuxième argument est que l'époque où il vécut fut celle du développement de la photographie, mais aussi une sorte d'âge d'or de la caricature et des illustrations de presse,
dont la BNF possède une collection unique. Les collections de manuscrits et de fonds d'archives forment également un répertoire de sources inépuisables, non seulement sur le Second Empire et certains de ses acteurs, mais aussi sur ses opposants, en commençant par les fonds Hugo et Zola. Ces collections, exceptionnelles, sont donc l'origine quasiment exclusive de nos illustrations. Ainsi, comme directeur jaloux de sa propre existence, visionnaire des temps à venir, animateur principal des grandeurs et petitesses de son règne et, ça n'est donc pas accessoire, comme bienfaiteur de la Bibliothèque nationale de France, Napoléon III mérite incontestablement sa place dans cette bibliothèque des illustres. Chapitre 1er. Fils de roi, neveu d'empereur. 1808-1832. Dans la nuit du 20 au 21 avril 1808, naquit à Paris, rue Cerruti, Charles Louis-Napoléon Bonaparte, troisième fils de Louis Bonaparte, roi de Hollande, et d'Hortense de Beauharnais, fille de l'impératrice Joséphine. Enfant royal, neveu d'empereur et petit-fils d'impératrice, celui qu'on appellera dès à présent Louis-Napoléon, vit le jour dans une France et une Europe napoléonienne proches de leur zénith. Son baptême, célébré le dimanche 4 novembre 1810 dans la chapelle du palais de Fontainebleau, donna lieu à une brillante cérémonie familiale. Napoléon était le parrain, sa nouvelle épouse Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine la marraine, le cardinal Fesch, oncle de l'empereur, officier devant la cour assemblée. Tout aurait été parfait si l'on avait eu à déplorer l'absence du père, dépossédé de son trône batave depuis le mois de juillet précédent et parti en exil quasiment sans laisser d'adresse. 2 ans plus tôt, il avait déjà renoncé à assister à la naissance de son fils. Son couple n'était en effet ni bien assorti ni uni. Il n'avait épousé la fille de Joséphine qu'en Maugréant, 1802, et, dès l'origine, cette union avait été un échec, tant les caractères des 2 époux étaient opposés. Lui était neurasthénique, sévère, renfrogné et imprévisible. Elle, de 5 ans sa cadette, éduquée et brillante en société, intelligente, sensible et cultivée, recevant beaucoup, écrivant et composant des chansons, dont, dans son exil d'après 1815, un « Partant pour la Syrie », qui deviendra l'hymne officieux du Second Empire. Malgré les tentatives de conciliation du couple impérial, Louis et Hortense avaient peu vécu ensemble, et encore moins lorsque l'époux était devenu roi de Hollande, 1806. Leurs 3 enfants avaient été le fruit de rares rencontres, imposées par la politique dynastique et l'horreur du scandale de Napoléon. À Paris, ou dans ses innombrables villégiatures thermales, Hortense connut d'autres amours, dont une longue relation de 7 ans avec le général Flahault, enfant naturel de Talleyrand, à qui elle donna un fils, le futur duc de Morny, 1811. Après la réunion forcée du royaume de Hollande à la France, Louis s'enfuit un temps en Bohême et bouda son frère, si bien que son fils puis-né le vit peu, séjournant avec sa mère à Paris, Saint-Leu ou Malmaison. Question de paternité. Dès 1808, cette situation matrimoniale embrouillée nourrit des soupçons sur la paternité de Louis Bonaparte. On accusa Hortense d'avoir succombé aux avances de quelque officier hollandais de sa maison. Probablement pour nuire à son épouse, Louis laissa dire, voire alimenta la calomnie lors de ses accès de mauvaise humeur. La naissance du fils de Napoléon fit passer ce débat au second plan, puisque la succession de l'empereur semblait assise. Louis-Napoléon devenait 3e dans l'ordre de succession, après le roi de Rome et son propre frère, Napoléon-Louis, né en 1804. Le Senatus consulte du 18 mai 1804 sur la proclamation de l'Empire prévoyait en effet que la descendance mâle et légitime de Joseph et Louis Bonaparte poursuivrait l'œuvre accomplie par le premier des Napoléons. En 1808, le couple impérial, n'ayant toujours pas eu d'enfant et désormais aucune chance d'en avoir, on murmurait que l'empereur envisageait d'adopter ses 2 neveux, ce qui permettait de faire l'économie d'un divorce.
Ces conjectures furent balayées fin 1809 lorsque Joséphine dut quitter les palais impériaux et que, mi-1810, Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine y entra. Les enfants d'Hortense n'en conservèrent pas moins une place dans les calculs politico-dynastiques de Napoléon, pour le cas où il arriverait malheur à son petit roi de Rome. Compte tenu de son destin postérieur, le dossier de l'ascendance de Louis-Napoléon n'a jamais été refermé. Ses opposants l'utilisèrent pour tenter de le déstabiliser et lui dénier toute légitimité à relever le flambeau impérial. Victor Hugo, dans son pamphlet « Napoléon le Petit », le qualifia d'enfant du hasard et de Corse hollandais. Au demeurant, l'intéressé, qui n'avait aucun doute sur sa filiation, n'ignorait rien de ces sarcasmes. Un jour où un de ses cousins, fils du roi Jérôme, n'hésita pas à lui lancer, parlant de Napoléon Ier, « Vous n'avez rien de lui ». Le second empereur lui répondit dans un soupir « Aussi, j'ai sa famille ». Les historiens restent prudents sur cette question, à rebours des amateurs d'énigmes. Faute de disposer d'une documentation décisive, ces derniers réclament des exhumations et des analyses ADN, dont les dernières, réalisées avec peu de matériaux et dans des conditions scientifiques discutables, ne font que compliquer encore l'affaire en semant le doute sur la filiation du père de l'enfant, autour de la légende d'une idylle entre Laetitia Bonaparte et le gouverneur de la Corse, Louis de Marbeuf. Une chose est cependant certaine, ce que nous savons aujourd'hui ne permet pas de contester formellement la paternité de Louis Bonaparte. On l'aura deviné, tout est ici question de date. Le fils d'Hortense est né 18 jours trop tôt ou 18 jours trop tard par rapport aux retrouvailles supposées de ses parents au début et à la fin de l'été 1807. Compte tenu des caprices de la nature, cela n'est pas significatif. On remarquera encore que si les contemporains de Napoléon III ne lui trouvaient guère de ressemblance avec son oncle, d'autres précisèrent cependant qu'il retrouvait en lui certains des traits de Louis Bonaparte. Avant de se joindre au Lazzi contre son épouse, ce dernier fit d'ailleurs illuminer sa capitale et ordonna de grandes festivités pour célébrer la naissance de son troisième fils, après Charles, né en 1802, mort du croup en 1807, et Napoléon Louis. Mais si l'on osait, on pourrait estimer indifférent que le roi de Hollande ait été ou non le vrai père de Napoléon III. Même s'il put gêner parfois l'intéressé et nourrir la haine de ses adversaires, le doute n'eut guère d'importance pour sa carrière politique et son règne. Si la cour et la ville jasèrent, Napoléon ne donna jamais l'impression de prêter l'oreille aux rumeurs sur les faiblesses avérées de la fille de Joséphine. Avec son frère Eugène, elle eut toujours droit à un traitement indulgent, bien au-delà des obligations politiques et dynastiques. La bienveillance du premier empereur s'étendit à ses enfants. Un tableau de Ducis le montre au milieu de ceux de Murat et de Louis, avec sur les genoux le futur Napoléon III. Avec son frère, celui-ci était souvent amené aux Tuileries où l'empereur les recevait et, lorsqu'il en avait le temps, jouait avec eux. Vivant avec sa mère à Paris ou pris en charge par la maison de l'empereur lorsqu'elle s'absentait, le petit prince fut élevé comme tel, et lui et son frère aîné reçurent leur première leçon d'un précepteur réputé, l'helléniste Karl Benedict Hase, employé au cabinet des manuscrits de la bibliothèque impériale. Si l'on s'inquiéta longtemps de sa fragilité, on fut vite rassuré par son agilité intellectuelle. Il n'en apparaissait pas moins timide, ou au moins retenu, traits de caractère qui ne le quitteront jamais. La première chute de l'Empire eut peu de conséquences sur la vie quotidienne d'Hortense et de ses fils. La jeune femme se rapprocha du tsar Alexandre et obtint, grâce à sa protection, l'indulgence de Louis XVIII qui lui accorda le titre de duchesse de Saint-Leu avec 400 000 francs de revenus. Aux 100 jours, après lui avoir reproché son attitude, « Je n'aurais jamais pensé, Hortense, que vous eussiez renoncé à ma cause », Napoléon pardonna à sa belle-fille et en fait une sorte de maîtresse de maison de son empire provisoirement restauré, d'abord aux Tuileries, puis à l'Élysée. Joséphine était morte l'année précédente, Marie-Louise et son fils étaient retenus par l'Autriche. Hortense et ses enfants devinrent pour quelques mois la seule famille de l'empereur. Waterloo, 18 juin 1815,
mit fin à l'entracte. En quittant Paris pour rejoindre l'armée, Napoléon aurait dit au grand maréchal Bertrand, parlant de Louis-Napoléon venu lui faire ses adieux, « Embrassez cet enfant, il a bon cœur. Peut-être sera-t-il un jour l'espoir de ma race. » Rapportée des années plus tard par Napoléon III lui-même, l'anecdote est sans doute trop belle et trop utile politiquement pour être authentique. Après la défaite de Napoléon et son départ pour Rochefort, l'île d'Aix et Sainte-Hélène, la monarchie restaurée fit comprendre à Hortense que sa présence en France n'était plus souhaitable. En juillet, elle prit à son tour le chemin de l'exil. Un prince en exil. Invitée à quitter le territoire, Hortense se rendit d'abord à Aix-les-Bains. Seule avec Louis-Napoléon, elle gagna Constance, puis Augsbourg, où le grand-duc de Bade lui accorda l'asile. Grâce à la protection de son frère Eugène, marié à une princesse bavaroise et très appréciée dans son pays d'adoption, elle obtint d'importants subsides. Bon gré mal gré, son mari lui versa aussi la somme de 1 million, qui lui permit de s'installer sur les bords du lac de Constance, où elle acheta en 1820 un petit château à Arenenberg. C'est alors que commença vraiment l'éducation de Louis-Napoléon, qui vécut ses années de formation entre Augsbourg, Arenenberg et Rome. L'influence d'Hortense sur la formation de son fils cadet fut essentielle. Elle lui apprit à vivre dans le monde, conformément à son rang de prince impérial, lui permit de rencontrer les grandes familles allemandes, de prestigieux visiteurs étrangers et français, tels Chateaubriand et Alexandre Dumas, qui ne manquaient pas une occasion de venir rendre visite à l'ex-reine de Hollande en son fief suisse. Elle voulut surtout favoriser l'éveil de ses facultés artistiques et humaines, sans trop insister sur la discipline. Consciente du déséquilibre de cette forme d'éducation qui entraînait son fils sur la voie de la facilité, et même du dégoût de l'étude, elle lui choisit un bon précepteur. Après le peu de succès rencontré par son premier maître, l'abbé Bertrand, Philippe le Bas fut appointé. Il arriva à Arenenberg en 1820. Ancien militaire et fonctionnaire, petit-fils de Duplay, logeur et ami de Robespierre, fils posthume d'un conventionnel qui s'était suicidé le 9 Thermidor, républicain et franc-maçon, il resta auprès de Louis-Napoléon jusqu'en 1827, reprenant en main un élève dont il vanta bientôt l'assiduité dans ses lettres. « Nous dînons et soupons en tête-à-tête, et notre nourriture est saine et frugale. À 6h30 du matin, levé, et couché à 9h, 1 heure pour les repas, 2 pour les récréations, le reste consacré au travail. J'ai déjà obtenu beaucoup de lui, une docilité parfaite et un travail soutenu et sans dégoût. Mais de là à l'amour de l'étude, il y a encore une distance considérable. » Il n'empêche que Louis-Napoléon progressa dans toutes les matières, entra au lycée d'Augsbourg tout en développant ses bonnes dispositions pour le dessin, l'équitation, la natation ou l'escrime. Au début des années 1830, le futur empereur parlait correctement l'allemand, l'anglais et l'italien. Premières aventures. La vie de prince était agréable et confortable. Chaque été, c'est vers l'Italie qu'il se dirigeait pour de longs séjours. À Rome, les Bonaparte entouraient respectueusement Madame Mère et entretenaient le culte de Napoléon. Puis, après sa mort, 5 mai 1821, les espoirs furent placés en son fils, considéré comme l'empereur Napoléon II, mais depuis titré duc de Reichstadt, et élevé à Vienne sous la surveillance attentive de son grand-père, l'empereur François Ier d'Autriche. Dans la ville éternelle, Louis-Napoléon retrouvait son frère, qui était élevé par son père Louis. Les jeunes gens commencèrent à parler politique et à imaginer leur rôle dans l'Europe cadenassée par le Congrès de Vienne et le conservatisme de Metternich. Leurs premiers rêves d'action furent tournés vers l'Italie souffrante, sous les jougs combinés du pape, des vieilles principautés et de l'Autriche.
Ils furent attirés de plus en plus nettement dans cette voie par de jeunes nationalistes italiens flirtant avec le carbonarisme. Si l'on est certain que Napoléon Louis en fut membre, c'est moins sûr pour son cadet. D'abord, fraternité des charbonniers, bûcherons et autres travailleurs de la forêt, cette société secrète était devenue spéculative, puis conspirative, dans le dessein désormais de forcer l'indépendance de la péninsule par la destruction de tout pouvoir absolu. Ce mouvement émancipateur tardant à éclore, Louis-Napoléon peaufina sa formation militaire. Il s'engagea dans l'artillerie suisse en juin 1830. Ses premiers pas sous l'uniforme furent retroublés par les nouvelles venues de France. La Révolution de Juillet chassait Charles X. Sur les barricades, une partie du peuple insurgé avait crié « Vive Napoléon II !» À Rome, la famille Bonaparte en était presque à faire ses malles pour regagner Paris. L'espoir entretenu par les premiers pas de Louis-Philippe, qui s'entourait des vieilles gloires de l'Empire, fut de courte durée. Le roi n'avait aucune sympathie pour les napoléonides, et son seul projet pour leur avenir politique était de les laisser se morfondre dans leurs confortables exils. Il ne célébrait l'épopée que pour mieux en capter l'héritage. En septembre 1830, d'ailleurs, la proscription des Bonaparte fut confirmée par une loi. Bien qu'absents des événements parisiens, ces derniers y virent comme une confiscation de leur révolution. Louis-Philippe fut dès lors considéré comme un usurpateur. Mais trop orienté vers des solutions dynastiques avec le jeune Napoléon II et misant sur la bonne volonté du gouvernement autrichien, qui n'eut jamais l'intention de rendre son empire au fils de Napoléon, se laissant diriger par les frères vieillis du grand empereur, la première génération des Bonaparte était au fond inactive et trop soucieuse de ses aises. Les plus jeunes princes ne supportaient pas l'apathie de leurs aînés. Les fils de Louis intensifièrent leurs activités italiennes puisque la politique familiale leur interdisait toute tentative en France. Les années 1820-1830 furent marquées en Italie par de nombreux complots, projets de révolte, rêves d'émancipation de la tutelle autrichienne au nord ou pontificale au centre. À Rome même, la mort de Pie VIII en novembre 1830 donna des ailes à certains conspirateurs. Ils envisageaient de s'emparer de la ville et d'offrir le trône à l'ex-roi de Rome. En attendant que Vienne consente à libérer le fils de Napoléon, son cousin Louis-Napoléon aurait à exercer la régence. Découvert par la police pontificale, le complot valut au fils d'Hortense son expulsion de la ville éternelle début 1831. Il se réfugia à Florence, où il retrouva son frère. De concert, les deux jeunes princes décidèrent de poursuivre leur engagement pour la libération de l'Italie. Plusieurs insurrections ayant éclaté à Modène, Bologne, Parme et Reggio d'Émilie, ils s'enflammèrent et, malgré les exhortations de leur mère à se tenir tranquilles, se joignirent aux tentatives de créer un gouvernement provisoire à Bologne. Celui-ci, qui ne voulait pas froisser la France, les accueillit fraîchement, avant de les prier de ne pas se mêler de ses affaires. Ils se replièrent sur Forlì, dans l'actuelle Émilie-Romagne. Ayant contracté tous les deux la rougeole, les princes furent immobilisés dans la ville, tandis que les troupes autrichiennes reprenaient la contrée en main. Le 19 mars 1831, Napoléon Louis succomba à la maladie, à la veille de l'arrivée de sa mère. Après une équipée aventureuse où elle risqua tout, celle-ci sauva son dernier fils. L'ayant rejoint à Forlì, elle l'entraîna sous de meilleurs cieux en traversant l'Italie et la France, elle grimée en dame anglaise, lui jouant les valets. En avril, elle l'emmena à Fontainebleau où flottait encore le souvenir de l'Empire, lui montra ses anciens appartements, le lieu de son baptême, et lui présenta de vieux domestiques restés fidèles aux souvenirs de notre temps. On fit halte ensuite à Paris, où Louis-Philippe reçut, à contre-cœur mais courtoisement, l'ex-reine de Hollande au Palais Royal, fermant d'abord les yeux sur son séjour dans la capitale, avant de lui demander de la quitter à la suite d'une manifestation bonapartiste à la colonne Vendôme. Le 6 mai, Louis-Napoléon et sa mère arrivèrent à Londres. Ils y restèrent 3 mois. Le jeune homme y retrouva ses oncles Joseph et Lucien, le premier étant considéré comme chef de la famille.
C'est là qu'il apprit la mort de son cousin Napoléon II. Selon les constitutions impériales, il était désormais le prétendant au trône, ce que ses oncles n'entendaient pas complètement de cette oreille, lui conseillant d'attendre et de rester en retrait. Les divergences sur la stratégie de retour au pouvoir furent amorties par le respect que le neveu éprouvait pour ses aînés, surtout le roi Joseph qui avait quitté son magnifique exil aux États-Unis pour participer à cette réunion de famille. Cela ne durerait pas. Car, loin de calmer les ardeurs du jeune prince, l'échec de ses tentatives italiennes avait stimulé son goût de l'action. Il imagina tantôt que la France de Louis-Philippe voudrait de son épée sur quelque théâtre extérieur, tantôt qu'il pourrait gagner son trône par la force. Il correspondit à cette époque avec son cousin Achille Murat, qui rêvait de renverser le roi des Français et de proclamer un empire républicain. Mais Achille, qui le décrivait comme un jeune homme qui a la tournure militaire et l'air très poli, il promet de la bravoure mais peu de talent, se détourna rapidement de lui. On soupçonne également Louis-Napoléon de s'être alors abouché avec une équipe de conspirateurs visant à soulever les garnisons de l'Est, préfiguration de l'affaire de Strasbourg. Hortense et quelques jeunes admiratrices anglaises parvinrent à le détourner de ses projets irréalistes ou, au moins, prématurés. En août 1831, il reprit la route d'Arenenberg, toujours en traversant la France. Il profita de quelques mois d'un calme obligé, il devait se faire oublier, pour parfaire sa formation militaire dans l'artillerie helvétique. Il sera nommé capitaine honoraire 2 ans plus tard. Et pour publier un premier essai, Rêverie politique, vision sublimée du gouvernement de son oncle, 1832. Suivront des considérations militaires et politiques sur la Suisse, 1833, et un manuel d'artillerie, 1834. Sur ces entrefaites, le canton de Turgovie lui accorda le droit de bourgeoisie, qui, s'il lui permettait de participer aux activités locales, n'en faisait pas un citoyen. Plus tard, les opposants au Second Empire se serviront tout de même de ce détail pour soutenir que Napoléon III était suisse et non français. Chapitre 2 L'aventurier 1832-1840. Après la mort prématurée de l'Aiglon, se persuadant que la France n'attendait que l'apparition d'un Bonaparte pour chasser Louis-Philippe et se ranger sous les aigles, Louis-Napoléon consacra 15 ans de sa vie à comploter, à tenter des coups d'État et à en payer le prix en exil ou en prison. Au moins la décennie 1835-1845 lui permit-elle de se faire connaître et apprécier. À l'issue de ces épisodes, il se posa en tout cas comme l'incontestable héritier de l'Empire. Le 22 juillet 1832, Napoléon II mourut à Vienne à l'âge de 21 ans. La nouvelle frappa la famille Bonaparte de stupeur. La succession passait déjurée sur la tête de Louis-Napoléon qui écrivit alors à son ancien précepteur, l'abbé Bertrand « Le duc de Reichstadt m'a laissé l'épée de l'empereur. C'est un don précieux dont je me rendrai digne. » Mais de restauration impériale, il était pour l'heure loin d'être question. Malgré l'agitation résiduelle des libéraux bonapartistes, la monarchie de Juillet se renforçait en France, tandis que le calme revenait en Italie. L'Europe conservatrice issue du Congrès de Vienne était encore solide et n'avait rien à gagner à l'avènement d'un Bonaparte sur quelque trône que ce soit. Un autre obstacle était constitué par la vieille garde familiale, regroupée autour de Madame Mère et conduite par les frères de Napoléon Ier. Elle refusait toute aventure et espérait un peu naïvement un retour légal via le suffrage universel. Les divergences de vues étaient apparues pour le moment de façon feutrée lors de la réunion de famille londonienne. Joseph et Lucien y avaient reçu correctement leur neveu, mais ne l'avaient associé en rien à la rédaction d'un manifeste adressé à la Chambre des députés appelant à l'adoption en France d'une constitution dans laquelle l'institution impériale n'était qu'une hypothèse, la nation étant appelée à choisir son souverain entre Louis-Philippe,
Henri V, petit-fils de Charles X, et Joseph Bonaparte. Louis-Napoléon était quasiment exclu du projet, dans lequel on pouvait d'ailleurs lire que le principe dynastique était aboli. Ça n'était évidemment pas avec des méthodes que n'aurait pas renié Sieyès qu'on renverserait un Louis-Philippe de mieux en mieux assuré. Pour ne pas se faire supplanter par ses oncles, prêts à négocier et même à renoncer au combat, Louis-Napoléon devait se libérer de leur tutelle. Décidé à agir sans leur consentement, le jeune homme passa 6 mois supplémentaires dans la capitale britannique, le temps pour lui de se familiariser avec les mœurs politiques anglaises, de visiter les usines, de tester les chemins de fer, de rencontrer tout ce que Londres comptait de réfugiés politiques, de nationalistes italiens ou polonais, de consacrer une escapade belge à une rencontre discrète avec Lafayette et d'effrayer ses oncles avec ses projets subversifs. On fait toujours grand cas de ce stage dans le pays de la révolution industrielle, en la matinant d'une prise de conscience de la nécessité d'en adoucir les ravages sociaux. Sans doute est-ce exagéré. Le futur Napoléon III fréquenta peu les milieux populaires, volant de réception en visite organisée, sans jamais s'extraire du milieu aristocratique qui était le sien. À 25 ans, il avait soif de vie et de femmes, la société brillante ne le répugnant pas, bien au contraire. De retour en Suisse, il prit le temps de publier ses premières brochures et parut se tenir tranquille. On le voyait participer aux manœuvres militaires et aux fêtes villageoises. La famille décida que le mariage l'assagirait pour de bon. On prospecta sans succès au Portugal et en Allemagne. Finalement, Jérôme Bonaparte consentit à offrir sa fille Mathilde au trublion. Les 2 cousins furent fiancés. Un contrat de mariage fut établi et la dot réunie. Ils ne se marièrent jamais, malgré la vive affection qu'ils avaient l'un pour l'autre et qui durera toujours. Car, avant que l'union soit célébrée, Louis-Napoléon avait choisi la voie de la conspiration pour rentrer en France et, espérait-il, rétablir l'Empire. L'équipée de Strasbourg. En 1835, Louis-Napoléon reçut à Arenenberg, sur recommandation d'amis français, celui qui se faisait appeler le vicomte Fialin de Persigny. Ce jeune aventurier, fils d'un ancien de la Grande Armée, ancien sous-officier lui-même, était, depuis la Révolution de 1830, un des agitateurs bonapartistes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.